Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. La Commission nationale des droits humains prône le dialogue avant de penser au vote. Pour la présidente Amsatou Sow Sidibé, le Conseil constitutionnel devait être consulté en amont. Baisse de 60 francs sur le kilogramme du riz brisé ordinaire. La mesure sera entérinée officiellement le 3 avril par le président de la République. À Dakar, des dizaines de boulangeries ne respectent pas la déclaration d'ouverture ni les conditions d'hygiène. C'est un constat de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Baisse de 60 francs sur le kilogramme du riz brisé ordinaire. La mesure sera officiellement entérinée par le président de la République le 3 avril prochain. C'est une annonce du ministère de l'Industrie et du Commerce à l'occasion de la réunion du Conseil national de la consommation. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Afin d'alléger les foyers et le panier de la ménagère, le prix du riz brisé ordinaire va connaître une baisse. Le prix proposé par l'État est de 350 francs après concertation avec les importateurs et commerçants. En Inde, 2 fois, nous avons rencontré le ministre indien du commerce. Nous avons rencontré la NCL, qui est la structure habilitée par l'État indien à vendre, et nous avons signé un contrat pour acheter le riz à $380 le kilo. Au maximum à $480 le kilo, soit 240 francs CFA le kilo. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons justement, sur cette base, également informé le consommateur. Aujourd'hui, justement, l'occasion de proposer un prix qui a été en tout cas accepté de tous, c'est le prix de 350 francs par kilo. D'ailleurs, l'importateur de riz Abdoulaziz Ndiaye estime que ce prix proposé peut être revu à la baisse. Les amalgames, ce n'est pas du riz parfumé, mais c'est du riz non parfumé, brisé. Ça veut dire riz indien non parfumé ou thaïlandais non parfumé. 60 francs par kilogramme, c'est la baisse que l'État a fixée, c'est le prix plafonné, mais même si tu vas au marché, les commerçants ou importateurs sont en train de vendre beaucoup plus moins cher que ce prix fixé par l'État. Donc la baisse est possible. L'effectivité de cette baisse va entrer en vigueur à partir de la semaine prochaine, selon le ministre du Commerce. Alors c'est après certainement l'annonce du président de la République, on ne sait pas encore, sera effectivement en avril. C'est après l'annonce du président de la République qu'on saura cela, mais sera à partir de la semaine prochaine. Donc, rappelons qu'au Sénégal, 1 300 000 tonnes de riz sont consommées tous les ans, une consommation assez importante qui pousse l'État à revoir le prix de cette denrée. À Dakar, des dizaines de boulangeries ne respectent pas la déclaration d'ouverture ni les conditions d'hygiène. C'est un constat de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale. Les inspecteurs ont effectué, comme vous le voyez sur ces images, des visites nocturnes dans 91 boulangeries. Des irrégularités sont légion. Des convocations ont été servies aux responsables. Voyons tout cela avec Alassane Ba. L'objectif est de voir les conditions de travail dans les boulangeries. Au total, 91 ont été contrôlées et 91 convocations servies. Ce qui veut dire que toutes ces boulangeries ont fait l'objet de convocations. 56 ont déféré à leur convocation et ont reçu des lettres d'observation. Donc, c'est-à-dire des lettres qui permettent à l'inspection du travail d'informer ces boulangeries-là des manquements à corriger. Voilà. Maintenant, savoir aussi qu'il y a 28 dossiers de boulangerie qui sont en instance. Et par rapport aux convocations, donc, il y a juste 9 boulangeries qui n'ont pas déféré à nos convocations. Un ensemble de manquements constatés. Au-delà du défaut de déclaration d'ouverture d'établissement, l'absence de contrat de travail et du respect des conditions d'hygiène sont pointés. La plupart des boulangeries ne sont pas déclarées à son travail. On n'a pas la déclaration d'ouverture d'établissement. Ensuite, la convention collective applicable n'est pas respectée. Les salaires ne sont pas vraiment respectés, les salaires catégoriels de base de cette convention. La prime de transport pour les travailleurs qui ont la possibilité de l'avoir du fait de la distance de 3 km entre le lieu de travail et le lieu de résidence. Et en même temps aussi, le non-respect du droit de jouissance au congé. On voit déjà qu'il y a énormément de problèmes d'hygiène. En quoi donc cela peut, on peut le prouver.
et l'état des vestiaires et des toilettes aussi, donc qui est quand même parfois assez désolant. Nos conditions de travail sont très déplorables. Nous n'avons ni contrat, ni IPRES, ni caisse sécurité sociale, ni d'heures supplémentaires. Cela doit être corrigé. Avant d'envisager des sanctions, l'inspection régionale du travail privilégie d'abord une démarche pédagogique. Ici, il arrive que l'employeur ne connaisse pas la réglementation en matière de gestion du personnel, en matière de conditions de travail. Donc si ça se trouve maintenant, on va donc les convoquer pour essayer d'abord de les sensibiliser par rapport à ça. Maintenant, si l'employeur ne se plie pas, en tout cas ne fait pas un effort dans ce sens, maintenant il y a un autre niveau, la mise en demeure, et même du code procès verbal d'infraction, qu'on va communiquer au procureur qui va poursuivre l'employeur. Ces opérations initiées par l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale ont démarré depuis le début du mois de Ramadan et entrent dans le cadre de la stratégie globale établie concernant le contrat d'objectifs fixé avec les ministères. 6 000 entreprises seront contrôlées à Dakar. Après le secteur de la boulangerie, ils vont enchaîner avec le secteur des BTP. Merci Alassane. Dans l'actualité également, la proposition de la loi interprétative de la loi d'amnistie. Vous le savez, la plénière est prévue le 2 avril prochain. La Commission nationale des droits humains prône le dialogue avant de penser au vote. Pour la présidente Absatou Sow Sidibé, le Conseil constitutionnel devait être consulté en amont par l'Assemblée nationale. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Le 2 avril prochain, les députés vont examiner en plénière le projet de loi portant interprétation de la loi d'amnistie, une loi à polémique qui défraie la chronique depuis un moment avec des positions divergentes. La Commission nationale des droits humains prône le dialogue avant de penser au vote. Que faut-il faire de la loi d'amnistie? L'abroger avec des dispositions expresses, l'interpréter? La question ne fait pas l'objet de la réponse, ou les réponses ne font pas l'objet de consensus. Le peuple est séparé sur la question. Les acteurs sont séparés sur cette question. Voilà pourquoi, dès l'abord, d'emblée, nous avions dit que pour éviter tout désamour, les risques d'un désamour, et pour permettre à tête reposée de réfléchir pour voir quoi faire par rapport à cette loi d'amnistie, eh bien, nous avions demandé qu'il y ait une concertation inclusive. La CNDH s'engage à porter le plaidoyer auprès des députés afin de trouver des solutions. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale et aux députés, après examen de cette proposition de loi interprétative prévue le 2 avril prochain, de reporter son vote jusqu'à la fin des concertations. La Commission nationale des droits humains va tout faire pour porter le plaidoyer et discuter avec les concernés. La présidente de la CNDH pense que le Conseil constitutionnel devait être associé en amont à cette proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Mais il y a d'autres préalables. Si la loi interprétative doit être passée devant l'Assemblée nationale, une recommandation, et la suivante, c'est de soumettre cette loi au Conseil constitutionnel pour qu'elle apprécie. Pour préserver la cohésion sociale et rendre justice aux victimes, la Commission nationale des droits humains se dit prête à dialoguer avec toutes les parties concernées pour un Sénégal de paix et de justice. La société civile sénégalaise va dans le même sens. Elle invite les députés à surseoir à cette décision et privilégier un cadre de concertation, car la société civile se dit préoccupée par l'existence d'un climat tendu autour de la question de l'abrogation et ou de l'interprétation de la loi d'amnistie. Dans le même temps, le collectif des victimes de violences politiques demande l'abrogation de la loi d'amnistie. Ce qui a été fait lors des récentes campagnes électorales, que ce soit à la présidentielle et aussi aux législatives. Je pense qu'une seule personne tuée ou bien un seul jeune tué lors des manifestations, tout le pays devrait quand même s'indigner.
Et on parle de plusieurs victimes, on parle de plusieurs décès lors de ces manifestations-là. Nous attendons à ce que cette loi soit abrogée et que justice soit rendue pour ces familles-là. Parce qu'on peut tout faire pour ces familles des victimes, mais si ces familles-là ne mettent pas le visage sur ceux qui ont aujourd'hui tué leurs enfants, je pense que ce chagrin-là ne pourra jamais les quitter. Donc il faut que justice soit rendue. Dire aujourd'hui, que ce soit au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que ce soit au Premier ministre, et vraiment tout ce qu'ils pourront, ou bien le ministre de la Justice, qu'ils facilitent à ces familles-là l'obtention de ce jugement d'hérédité. Et voilà ce que nous pouvions dire sur cette affaire. À noter que la plénière est prévue le 2 avril prochain. Tout autre chose, au Lac Rose, la fronde monte contre un projet immobilier d'envergure. Hôteliers et exploitants de sel s'opposent à la construction d'une ville verte. En cause l'impact environnemental du projet, la menace sur les activités économiques existantes et le risque de déstabilisation de cet écosystème unique. Explication Abdou Diouf Diagne. Un des sites naturels les plus courus au Sénégal est au cœur aujourd'hui d'une polémique. La société égyptienne Casa Orascom prévoit de construire une ville verte entre le lac et l'océan Atlantique. L'association Art Lac Rose exprime son opposition. 18 000 logements sont prévus sur ce site. 140 000 voire 200 000 personnes entre le Lac Rose et la mer. Vous vous rendez compte? C'est le poumon du Lac Rose qui sera habité par les populations. Nous allons détruire la forêt de Filao. Nous allons détruire, ce projet va détruire les dunes. Ce projet également, avec les déchets solides et liquides, va détruire le Lac Rose. Outre les conséquences écologiques, les acteurs locaux y voient une menace directe sur l'économie de la zone, basée sur le tourisme et l'exploitation du sel. Il y a au moins 20 000 familles qui vivent autour du Lac Rose. Aujourd'hui, les métiers qui sont l'artisanat, l'hôtellerie, les ramasseurs de sel, les gens qui travaillent sur les motorisations Quad ou Land Rover, tout le monde est menacé. L'association Art Lac Rose demande au gouvernement de suspendre le projet et d'ouvrir un dialogue inclusif. Les autorités actuelles ne sont pas encore au fait des réalités de ce projet. Donc nous, on lançons un appel au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Environnement, M. Ngom, pour qu'ils comprennent que nous avons eu, vraiment, nous sommes inquiets si ce projet-là se met en place. Les contestataires comptent intensifier leur lutte avec des actions de sensibilisation, des pétitions et d'éventuelles manifestations. Au maire de la commune, l'association Art Lac Rose lui demande de se ranger du côté des populations. À Touba, le nouveau bâtiment de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni, réception et les services de la maternité, chirurgie, réanimation et bloc opératoire sont fonctionnels. Dr Mactarlo, le directeur général de l'établissement, magnifie la diligence des autorités. Le voici avec notre équipe à Touba. Être là avec vous et procéder au déménagement des différents services qui étaient au niveau du bâtiment central dans le nouveau bâtiment R5. Vous savez que depuis 5 ans, voire même 6 ans, il y a un projet de construction d'un bâtiment R5 qui a été initié par l'État du Sénégal, le ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de réceptionner ce bâtiment et de procéder au déménagement. Je rappelle que ce bâtiment doit abriter 4 services. Donc, il y a la maternité, il y a également le service de chirurgie générale, le service de réanimation et le bloc opératoire. Donc ce sont ces 4 services qui étaient dans le bâtiment central, l'ancien bâtiment central, qui vont déménager ici. Et il y aura quand même une augmentation de la capacité d'accueil. Parce que c'est un bâtiment qui fait 130 lits et qui permet aux différents services que j'ai cités de pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'espace et de travailler dans de meilleures conditions. Donc c'est une grosse opportunité pour l'hôpital Matlaboul Fawzeyni et ça permet vraiment d'améliorer la qualité de la réponse par rapport à la demande de soins. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, que les gens saluent et on en profite également pour remercier les autorités du Sénégal
Donc le ministère de la Santé, l'ensemble des autorités religieuses et coutumières qui sont là au niveau de Touba, qui ont apporté leur contribution pour qu'on puisse en arriver à ce stade-là. On a délocalisé tous les services de chirurgie, d'anesthésie et du bloc et de la stérilisation. Ça veut dire que tout le quartier opératoire a été délocalisé. Et c'est un bâtiment flambant neuf qui a pratiquement tout le matériel dont on a besoin pour participer au bon fonctionnement de la chirurgie. Dit-on tout bas pour aller à Tivaouane où le directeur de l'apprentissage et de la formation professionnelle annonce des formations de courte durée sur les différents métiers destinés aux talibés. Le programme sera testé à Tivaouane, annonce faite à l'occasion de la journée du talibé initiée par la municipalité. Cheranta Diop. Les autorités municipales de Tivaouane, chefs religieux, les maîtres coraniques de Tivaouane et le ministre de la formation professionnelle veulent apporter leur pierre à l'édifice pour la modernisation des Dara à Tivaouane. Ainsi, un projet majeur vient d'être lancé dans la cité religieuse, un talibé, un métier. Nous avons entendu le représentant des maîtres coraniques de Tivaouane interpeller l'État sur l'accompagnement des talibés à travers des formations professionnelles de qualité. L'État du Sénégal a initié un projet de formation destiné aux talibés du Sénégal. La ville sainte de Tivaouane, qui compte quasiment plus de 15 000 talibés et 226 Dara, ne sera pas en reste. Ces talibés seront formés sur des métiers de courte durée adaptés à l'économie locale. Et bientôt, M. le ministre va lancer officiellement ce programme dédié aux talibés du Sénégal. Il s'agit d'adapter la formation coranique avec la formation professionnelle. Pour le représentant du maire de Tivaouane, il convient ainsi de rappeler les mesures majeures initiées par la mairie de Tivaouane pour le renouveau du secteur de l'éducation coranique. Améliorer de manière substantielle les conditions d'existence, de déroulement des enseignements, apprentissages et de transmission du savoir-faire et du savoir-être dans les Dara. La commune envisage l'enrôlement de 2000 talibés à la CMU en collaboration avec la mutuelle de santé Lerou Maudo. La construction de 2 forages de 92 mètres et de 65 mètres avec électrification solaire. Et il y avait une bonne ambiance dans la salle. Les talibés ont tous applaudi. Transition tout trouvée, parlons de religion. Le petit séminaire de Ngazobil célébré la Saint-Zogef dimanche dernier. Cette année, la solennité est marquée par le jubilé des 175 ans de l'institution, une étape historique pour cet établissement qui a formé de nombreux cadres et prêtres dans ce pays. Parmi eux, l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, ou encore l'archevêque émérite de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a présidé la cérémonie eucharistique. Daniel Diouf. 175 ans au service de la foi chrétienne catholique et du développement intellectuel. Le séminaire Saint-Joseph de Ngazobil, une institution bien chargée d'histoire humaine, de sa fondation en 1850 à nos jours. Entre autres prêtres ordonnés dans cette maison de Dieu, Feu Guillaume Jouga, premier prêtre ordonné dans cette église Saint-Joseph de Ngazobil. Feu Emmanuel Sarr, Feu Jacques Sarr, évêque de Thiès, Adrien Sarr, le témoin vivant de la génération, entre autres. Une célébration jubilaire rythmée par les chants harmonieux de la chorale des petits séminaristes. Ces figures marquantes du séminaire Saint-Joseph de Ngazobil, du moins certaines, reposent dans le cimetière du village visité par l'archevêque émérite ce dimanche. Monseigneur Benjamin Ndiaye, frappé par le silence de l'histoire vénérable de ces hommes et femmes dont nous sommes les légataires. Ce qui m'a impressionné ce matin dans ce cimetière, c'est le silence. J'avais envie de dire, Simon Tchakan, lève-toi, dis-moi un mot. Mère Madeleine, dis-moi un mot. Il n'y avait que le silence. Le silence d'une histoire sacrée dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, avec 175 ans de Ngazobil,
que nous célébrons dans le cadre de l'année sainte dédiée à l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, la croyance en la résurrection et en la vie éternelle. Elle offre un fondement spirituel pour la paix. Elle encourage le pardon, l'amour du prochain et bien plus. C'est en cela qu'elle demeure une nécessité pour notre pays. Chers amis, je vous le dis avec conviction, notre pays a besoin de cette espérance chrétienne pour favoriser la paix des cœurs et des esprits et pour promouvoir des comportements qui honorent Dieu et promeuvent l'homme. Devant le représentant du chef de l'État, en l'occurrence le préfet du département de Mbour, l'archevêque émérite et administrateur apostolique de l'archidiocèse de Dakar a exprimé un souhait profond et précieux en direction du président de la République. Je me suis arrêté hier à la paroisse Saint-André de Mbour en venant ici. C'est une paroisse qui a été créée par mon prédécesseur il y a 20 ans. Le chantier a commencé. Les fondations sont posées, des murs sortent de terre. La communauté a déjà engagé la somme de 130 millions. Mais si demain, et c'est mon vœu le plus cher, Dieu fasse que Mbour devienne un diocèse, il faudra une cathédrale à Mbour. Donc il faut construire en conséquence. C'est le plaidoyer dont je vous charge, Monsieur le Préfet, auprès de son Excellence, pour un soutien conséquent dans ce projet. Un moment fort de cette célébration, la remise de cadeaux à des figures marquantes du séminaire, témoins vivants ou disparus, en hommage à leur engagement et à leur passage dans cette institution. Puis le repas fraternel dans la quiétude de la grande réserve forestière qui entoure le séminaire. Merci Daniel. Et puis un mot de sport, football, conserver le titre de la CAN U17 au Maroc et se qualifier à la Coupe du Monde de la catégorie, les objectifs fixés à l'équipe nationale des U17 actuellement à Jadida pour les besoins de la compétition qui va se dérouler, vous le savez, du 30 mars au 19 avril 2025. Cher Sadibou Diarra. La liste des 23 lions publiée, l'équipe nationale U17 est au Maroc, terre d'accueil de la CAN de la catégorie du 30 mars au 19 avril prochain avec des objectifs clairs. Le sens de la victoire qui repose sur deux piliers. D'abord l'humilité comme force de motivation, mais aussi l'ambition pour servir notre nation, servir notre drapeau. Et ça a été bien compris. On a vu et on a relevé aussi avec le coach Parfait tout le travail qui a été fait pour préparer cette équipe. Et c'est ça, je pense qu'aussi on va amener au Maroc pour pouvoir faire la meilleure prestation possible. Je suis convaincu que ces joueurs sont motivés pour nous donner beaucoup de satisfaction et pourquoi pas nous ramener le trophée. Mais n'oublions pas aussi que c'est une équipe qui est en construction pour le futur. Et au-delà de gagner le trophée, se qualifier d'abord en Coupe du Monde sera aussi le principal objectif. Des grosses attentes qui reposent sur la détermination et le talent des Lionceaux. Que chaque match soit une occasion de montrer au monde entier la grandeur de notre nation, la force de notre jeunesse. Soyez unis par un seul objectif. Jouez ensemble afin d'honorer la nation. Imposez-vous dans la discipline pour atteindre votre objectif. Votre unique but qui est la victoire finale et la foi en bandoulière pour transcender les épreuves sur le chemin de la gloire. Parmi ces jeunes U17, il y en a même, soit avec Génération Foot, Djamba, ou même certains clubs comme United Club, ils jouent en équipe senior. Ils ont des doubles surclassements et ils jouent en équipe senior, ce qui leur donne de la compétitivité par rapport aux joueurs des autres pays dans la même tranche d'âge. Et ça aussi c'est important. Le Sénégal ne se cache pas. Conserver le titre continental chez les moins de 17 ans pour lancer peut-être une année 2025 grandiose pour son football. La CAN U20 aura lieu finalement en Égypte du 27 avril au 18 mai 2025. La compétition était initialement prévue à la Côte d'Ivoire, mais Abidjan s'est désisté.
Football toujours, Génération Foot, pourvoyeuse de joueurs aux équipes nationales du Sénégal, a reçu la visite de l'entraîneur du FC Metz, son partenaire en France. L'objectif de la visite est d'harmoniser le profilage et de la forme et de la formation des jeunes joueurs. Voici Stéphane Lemignon avec Chersa Dibkara. De moi et Fred Arpinon, c'est pour évidemment voir les conditions de travail, voir pour un premier passage comment sont structurées Génération Foot et comment on pourrait encore peut-être améliorer la relation. Aujourd'hui, il faut une vraie stratégie sportive. Évidemment qu'il y a tout l'aspect aussi contractuel et économique, mais l'objectif, il est aussi de clarifier un petit peu le profil des joueurs qui doivent correspondre vraiment à ce qu'on va mettre en place au FC Metz. Donc il y a la partie purement technique et foot qui sont à travailler et pour qu'on ait un même message commun. Il y a des joueurs qui sont très performants, qui sont déterminants pour l'équipe, que ce soit des défenseurs. Je ne joue pas encore avec l'équipe professionnelle, mais cette année, il y a un atout important avec tous ces joueurs qui sont formés à l'académie. Cheikh Sabali qui a marqué aujourd'hui 12 buts, et puis Sadi Boussané qui... C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.